Oscar Freisinger, merci de nous recevoir dans votre bureau. Alors, tous les Français vous connaissent, mais néanmoins, tous les Français ne savent pas aujourd'hui quelle est votre fonction. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ce que vous êtes devenu comme personnage politique important en Suisse? Bon, ben après 12 ans au Conseil national, qui était en fait le Parlement, l'Assemblée nationale suisse, si on veut, j'ai été élu ensuite 2 ans avant de terminer ce mandat au Conseil d'État valaisan. Le Conseil d'État, c'est le gouvernement, l'exécutif de ce canton. Il y a 5 membres. On en a 26 de ces gouvernements suisses. Et vu que c'est une confédération, il n'y a pas de hiérarchie commune, canton et confédération du même type qu'en France. À chaque niveau, il y a des prérogatives qui sont réservées à ce niveau. C'est-à-dire les communes ont un certain nombre de prérogatives qui sont uniquement de leur ressort. Et au niveau du canton, certaines autres prérogatives qui sont uniquement du ressort des cantons. Et puis ensuite, il y a la confédération qui s'occupe du reste, donc pour quand même créer une unité entre ces 26 cantons. Donc on a délégué un certain nombre de pouvoirs chaque fois à l'échelon supérieur. Mais sur les points qui sont du ressort du canton, eh bien, la confédération ne peut pas nous imposer sa volonté. Donc moi je suis responsable de 2 éléments qui sont encore vraiment des prérogatives essentielles des cantons. La sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des forces de police, c'est un territoire de 5200 km², entouré de montagnes. Il y a 42 cimes de plus de 4000 mètres, 330 000 habitants environ. Donc j'ai 520 policiers, donc 480 en uniforme. Il y a les prisons, etc. Il y a la circulation routière, il y a la protection civile, et tout ça c'est dans mon département. Et puis ensuite l'autre volet, c'est la formation, c'est les écoles, formation élémentaire, secondaire, tertiaire, etc. Tout ce qui est formation, c'est également une prérogative des cantons. Donc je détermine ici, bien sûr toujours avec un parlement, mais je dirige les écoles. Alors avant de détailler l'exercice de votre pouvoir, comment on en arrive là? Comment on passe de cette phase d'être un homme politique de l'opposition à un vrai détenteur de pouvoir? C'est parce qu'en Suisse, il n'y a pas réellement d'opposition. Donc si vous prenez le gouvernement fédéral, les 4 forces politiques majeures sont représentées dans ce gouvernement. Bien sûr que l'UDC, le parti que je représente, est en opposition sur certains sujets, principalement des sujets d'identité, de souveraineté, d'immigration, etc., de sécurité. Là, on est assez souvent en opposition, mais les socialistes sont très souvent en opposition sur tous les thèmes sociaux, santé, surtout les thèmes sociaux, principalement dans le social. Mais, et puis après, vous avez les partis centristes. Mais tous sont représentés au gouvernement. Donc on a 2 socialistes, on a 2 libéraux radicaux qui sont un peu l'UMP de Suisse, et puis 2 partis plutôt conservateurs sur les valeurs et libérales sur l'économie, ce qui est l'UDC, et puis un PDC, Parti démocrate chrétien, qui est encore un parti qui commence gentiment à perdre ses racines chrétiennes, mais qui est issu évidemment de cette mouvance-là. C'était comme la Democrazia Cristiana en Italie, ou bien la CDU en Allemagne. Lorsque on observe la situation valaisanne, on voit que c'est un véritable tour de force pour l'UDC de s'imposer dans une région qui finalement est naturellement à droite, donc qui n'est pas propice à l'émergence d'un parti comme l'UDC. Oui, donc nous l'avons fondé, ce parti, en 1999, le 15 juillet, je me souviens. On était 3 à avoir eu l'idée autour d'une table. L'un d'entre eux est décédé depuis, l'autre, je crois qu'il est dans un EMS. Donc voilà, je reste encore le 3e valide qui a continué et qui joue toujours un rôle. Ça a été très dur au début, mais la Suisse étant basée sur le principe de la démocratie directe, il y a des scrutins, en tous les cas pour ce qui est des parlements, des scrutins qui sont principalement proportionnels. Quand nous voyons par exemple depuis la Suisse qu'un parti comme le Front National, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est une force politique majeure, je dirais que même c'est la première force politique de France, est représenté par 2 députés à l'Assemblée nationale, pour nous ici c'est une aberration, c'est un déni de démocratie, selon notre conception de la démocratie. On dit, ben, enfin, c'est plus de la démocratie, ça veut dire qu'il y a environ 30% de la population qui ne sont absolument pas représentés.
Et pour nous, cela est insupportable puisque tout le pays est construit sur des consensus, des compromis. On est tout le temps dans le compromis, dans le consensus, dans l'équilibrage des forces. C'est pour cette raison que le système suisse est aussi pérenne. Je le décris d'ailleurs dans le livre, là, dans le remède suisse. C'est vraiment Antigone chez les Helvètes. Je décris les départs, l'idée de départ très généreuse et très intelligente de ce système, qui a très vite compris qu'on ne pouvait pas se fier à la prise de pouvoir par les individus. Si vous avez une prise en otage du pouvoir, soit par un groupe, soit par un individu seul, vous avez automatiquement un abus de pouvoir qui va s'installer, un totalitarisme d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont réussi à créer un système qui s'auto-équilibre, qui s'auto-répare même, qui se rétablit tout le temps par les mécanismes qu'on y a mis. C'est comme une horloge suisse, c'est parfaitement agencé, et où les êtres humains, au fond, n'ont pas réellement de puissance. Donc, ce ne sont pas eux qui sont déterminants du bon fonctionnement du système. Ce qui détermine le bon fonctionnement du système, c'est la capacité de dialogue et de trouver des compromis. Et puis ensuite, le peuple, puisqu'il y a la démocratie directe, qui est l'arbitre. Lui, il a le dernier mot. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si des fois ils essayaient peut-être de dérégler le système, les gens là-haut, ou de vouloir s'en accaparer des parts, vaut mieux que le peuple ait toujours le dernier mot. Donc ils ont vraiment étayé ça de manière idéale, ce qui fait que si chez nous vous avez un certain nombre d'olibrius qui occupent des postes dirigeants, ça n'aura pas une incidence majeure. En France, vous avez un olibrius qui occupe un poste important, ça a une incidence vraiment majeure. Donc, puisque chez vous, au fond, le système a été construit pour De Gaulle, et puis que De Gaulle, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Hein, donc évidemment que ça pose un problème. Chez nous, non. Nous ne sommes pas jacobins, nous ne sommes pas ni royalistes, nous ne sommes pas république, nous sommes une confédération. Donc, avec ça, ça permet à un parti politique, comme celui que j'ai créé ici en Valais, mais qui existait déjà au niveau suisse, de prendre son essor parce qu'il y a le peuple qui va élire ses représentants, mais selon le mode proportionnel. Donc dès le moment où il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord avec nos idées, par la force des choses, on fait des sièges. Et ça, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est de conquérir un certain pouvoir au niveau des législatifs. Alors, nous avons progressé lentement. Les premières élections en 2001, on a fait 2 sièges. Ensuite, on est passé 4 ans plus tard à 6 sièges, 4 ans plus tard à 12 sièges et 4 ans plus tard à 21 sièges. Et j'ai bon espoir qu'en mars prochain, nous puissions passer à 26, 27, 28 sièges peut-être. Donc une progression régulière qui nous permet chaque fois de digérer le bond que nous avons fait en avant. Et ce qui s'est passé il y a 2 ans, et non, en plus, il y a déjà 3 ans et demi en fait que j'y suis, c'est que pour tirer les listes et pour casser le pouvoir exclusif qu'avait le Parti démocrate chrétien ici, qui sont la droite conservatrice, hein, mais qui, pour nous, était en train de tourner vers la gauche, si on veut, une sorte d'affadissement complet des valeurs fondamentales. Un centre mou. D'un centre mou, c'est devenu un centre mou. Il y avait des élections de gouvernement, et puis moi, je devais tirer les listes, et on avait l'espoir de faire basculer la majorité absolue qu'ils avaient depuis 150 ans. Donc ils avaient ici, dans ce canton, depuis 150 ans, la majorité absolue, hein, au Parlement et au gouvernement. Et il y a 3 ans et demi, on a cassé cette majorité absolue au Parlement. Donc maintenant, ils doivent composer au niveau du Parlement. Au gouvernement, ils en ont encore 3 sur 5. Mais alors, la grande surprise, ce fut que mon élection, donc j'ai piqué le siège alors aux radicaux libéraux, mais parce qu'eux, ils ont fait une campagne un peu idiote contre moi, et finalement, c'est eux qui ont payé la facture. Et croyant s'attaquer au maillon faible, ils sont en fait attaqués à celui qui était le plus fort. Parce que personne n'avait vraiment perçu l'impact de mon soutien populaire. Et j'ai réussi à faire un résultat qui était le meilleur. Donc j'ai sorti largement devant les autres. Et au 2e tour, ils ont présenté un autre candidat à la place, ils ont lancé un 2e tour. Et il y a eu 5% de moins de participation de vote, j'ai encore fait 5% de voix de plus. Donc bon, alors à partir de ce moment-là, voilà, ils se l'ont tenu pour 10 sur un certain temps. Mais je dois dire que dans l'exercice maintenant de mes fonctions, je constate une chose, c'est que
Le peuple, je l'ai toujours derrière moi, il n'y a pas de problème, la grande masse, je n'ai pas trop de crainte, parce que je fais mon travail, je n'ai jamais trahi mes principes, je n'ai jamais changé, je suis toujours resté celui que j'étais, et je me bats toujours pour les mêmes choses. Mais par contre, l'establishment n'a jamais accepté que le peuple puisse avoir l'outrecuidance d'élire quelqu'un comme moi à un poste aussi important. Ça, c'est insupportable. Donc ça fait 4 ans qu'on essaie de me détruire, c'est systématique, sur tout et rien. Donc on invente des combines. Parce qu'en fait, dans ma gestion, à proprement parler, il n'y a rien à dire. J'ai respecté les budgets pendant 4 ans, je suis un des seuls du gouvernement à le faire, sans que tous les écoliers et puis les profs soient sur la place de la Planta à faire la révolution. J'ai réglé un certain nombre de dossiers qui étaient très importants pour le canton, que mon prédécesseur n'avait pas réussi à résoudre, je les ai résolus. La sécurité du canton du Valais est la meilleure de toute la Suisse romande et dans les meilleures de toute la Suisse. Donc au niveau de la police, ça fonctionne aussi. Ils sont très ennuyés, alors ils m'inventent des trucs. Ils montent en épingle des polémiques qui n'ont pas de substance. Mais la substance est donnée par le volume des médias qui sont les relais, parce que nous avons des médias de gauche par ici. Donc les relais des médias permettent de gonfler artificiellement la chose et de faire croire aux gens, ou tenter de faire croire aux gens, parce que les gens ne sont pas dupes, qu'il y a un énorme scandale, et au décompte final, chaque fois quand on essaie de saisir le scandale, il s'effrite et il y a rien. Se dégonfle. C'est une technique qui est utilisée, mais c'est un peu la grenouille, là, vous savez, celle qui veut faire qui veut être bœuf, là. Alors, justement, avant d'arriver ici à votre bureau, on a fait quelques pas ensemble dans la commune. C'était frappant pour nous de voir la popularité naturelle qui se dégageait, les gens qui allaient facilement à votre rencontre, le contact spontané qui existe entre la population et vous. Quelle est la recette? Est-ce que la recette, c'est le parler vrai? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait cette caractéristique si évidente qui permet à l'UDC de s'imposer dans un paysage politique qui n'était pas gagné d'avance? C'est clair qu'il y a des vecteurs importants, d'abord liés au système. Dès le moment où vous avez un système confédéral, un système avec la démocratie directe, où le politicien est obligé de justifier tout le temps ce qu'il fait, parce qu'il y a des votations populaires systématiquement sur presque tous les objets, des référendums ou des initiatives. Donc il est tout le temps obligé de justifier son action. Il est obligé d'être au contact avec la population, parce qu'il doit convaincre. Et c'est le peuple, le souverain, c'est pas une quelconque élite qu'il faut convaincre, c'est pas quelques députés qu'il faut convaincre, c'est passer la moitié du peuple. Donc ça déjà, c'est systémique. Vous êtes obligé de savoir parler aux gens, de vous adresser aux gens, d'essayer de les convaincre, d'avoir le contact avec les gens. Et puis la deuxième chose, alors c'est un facteur plutôt personnel. Comment dire, j'ai pu réussir cette incroyable progression politique, que ce soit individuelle, que ce soit collective, par le fait que j'ai compris très très tôt que les médias, même s'ils vous sont hostiles, ils ont besoin de vous, parce que dans un bon film, il faut un bon méchant. Si vous n'avez pas le méchant comme Punching Ball, le film, il ne vaut rien. Donc, si vous voulez de l'audimat, il fallait inviter Hannibal Lecter. C'est moi qui jouais ce rôle de Hannibal Lecter de la politique, du repoussoir de la politique, donc l'ennemi, le méchant. On m'envoyait souvent 5 adversaires en face, j'étais seul contre 5. Et vu que j'ai une certaine rhétorique, une certaine capacité de rebondir, un certain humour, une certaine autodérision, enfin, je bénéficie, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être aussi parce que je suis un littéraire. Souvent je m'en sortais largement, puisque quand il y en a 5 qui vous attaquent, vous avez 5 fois plus de temps de parole, puisque vous pouvez chaque fois répondre à chacun. Dès qu'ils vous attaquent, ils sont obligés de vous donner la parole pour répondre. Donc je suis devenu un phénomène médiatique, et par les vrais. C'est-à-dire que tout ce que les autres voulaient cacher, toute la merde qu'ils voulaient mettre sur le tapis, je le disais clairement. Et puis j'avais le sens de la formule, je sortais des formules assez intéressantes, comme ça, qui évidemment appâtaient les journalistes, croyant que j'avais passé la ligne, ils la mettaient en exergue, mais en fait le peuple disait, enfin, c'est bien dit, puis il a raison, quoi. Puis tout le monde se fendait la gueule. Ce qui fait que, devenu un phénomène médiatique, j'occupe la sphère privée des gens par l'élément cathodique, par la télévision. Donc je suis au fond tous les soirs quelque part chez eux. Et le Suisse se reconnaît en vous. Ben oui, alors quand ils me voient dans la réalité, ils me tutoient. La plupart des gens, quand ils me rencontrent dans la rue, même des gens que je n'ai jamais rencontrés de ma vie, que ce soit dans le Haut-Valais, en allemand ou ici, me tutoient. Et salut Oscar, j'ai jamais vu la personne. Je ne m'en offusque pas, c'est normal, c'est banal,
Il y a même les Africains, eux, ils me disent Monsieur Oscar, c'est sympathique, ils mettent le monsieur devant, mais enfin, donc cette proximité est très très forte, et elle est due aussi à un autre vecteur, c'est que je suis parfaitement bilingue. Je parle 4 langues, enfin 5 avec le dialecte haut-valaisan, mais je parle le dialecte des Hauts-Valaisans, parce que c'est un dialecte allemand particulier. Donc je parle comme eux. C'est pas encore le Hochdeutsch qui fait artificiel dans le Haut-Valais. Non, c'est vraiment leur idiome. L'italien, évidemment, je fais souvent des débats aussi au Tessin. Donc, ensuite, l'envergure internationale que j'ai prise avec l'initiative, surtout sur les minarets, mes déplacements, les conférences que je faisais à Munich, partout, sur le net, vous n'avez pas de frontières. Et ces discours que je tenais, par exemple, le fameux discours de Berlin d'il y a environ 4 ou 5 ans, il a fait le tour du monde. Je reçois des messages maintenant encore des États-Unis, de l'Australie, parce qu'il n'y a pas de frontières à ça. Et dès le moment où un de ces discours est sous-titré, et ils prennent des extraits souvent, 5 minutes particulièrement saignantes, et puis ils mettent des sous-titres en anglais, et alors là vous avez c'est un impact extraordinaire. J'ai participé aussi à des sitcoms, etc. Disons que le monstre est multiforme. Nous sommes dans un monde baroque. Le monde baroque, c'est le monde du trompe-l'œil, de l'illusion, du mensonge. Alors, on peut décider de dire, bon, si c'est le mensonge, moi je ne joue pas à ce jeu-là. D'accord? Vous ne jouez pas à ce jeu-là, vous n'existez pas. Ou alors vous vous dites, ok, je danse avec le monstre, je ne trahis pas le fond, mais sur les formes, vous voulez jouer, jouons. Alors, je suis joueur, je sais que le monstre, il est terrible, il peut vous abattre, il peut vous détruire, mais jusqu'à maintenant, j'ai réussi à danser avec ce monstre sans qu'il puisse me dévorer. Alors, vous êtes donc au pouvoir. Dans la sécurité, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les réformes visibles? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'avant et l'après Oskar Freisinger? Actuellement, on est en deuxième lecture d'une loi sur la police qui va réglementer très clairement le statut des policiers, qui leur donne plus de possibilités d'action dans le terrain pour les investigations et tout ça, tout en préservant les droits des citoyens à travers toujours un contrôle judiciaire. Mais quand même, la police obtient là des moyens de lutte contre des formes de violence et de terrorisme qu'on ne connaissait pas. Lorsque la dernière loi a été promulguée, c'était en 1953, donc il est temps quand même d'essayer de revoir cette loi. Ensuite, c'est juste le fait que le chef de la police sait que lorsqu'il agit de manière déterminée, le politique qui est au-dessus de lui va le suivre. Donc je ne vais pas me désolidariser, je ne vais pas le lâcher. Il sait qu'il peut compter sur moi. Donc nous téléphonons pour les décisions importantes et ça se passe en 30 secondes, 1 minute. Je pose juste une question si des fois j'ai un doute. Si des fois c'est vraiment problématique, je consulte encore mon secrétaire général, mais les décisions se prennent extrêmement vite. Et ça, alors ils apprécient, mais énormément, parce que si vous avez quelqu'un qui est plutôt de gauche dans la même position, ça sera hésitant. Si les policiers ont agi de manière un peu trop déterminée, il va se faire tirer les oreilles. Le commandant se retrouve tout à coup seul à devoir assumer les choses. Le politique se lave les mains. Moi non, je prends la responsabilité. Ma police, je lui fais confiance. Et à ce moment-là, j'assume. Et avec le chef de la police, par exemple, le tir de dernier recours, c'est entre le chef d'intervention, le commandant de la police et moi qui prenons cette décision. Si un jour il y a une prise d'otage, etc., je suis partie prenante dans la décision. Alors que ça, les politiques d'habitude, ils font pas. Ils se cachent, ils laissent faire le terrain, puis après ils regardent. Si c'est un succès, c'était eux. Si c'est un échec, c'était pas eux. Je trouve ça très court. Donc, si on est élu par les gens, si on est plébiscité par les gens, c'est pour prendre des responsabilités, c'est pas pour les fuir. Et je constate beaucoup trop souvent que l'Europe est malade de la lâcheté de ses politiques. Cette lâcheté, je peux la comprendre, elle est liée aussi à la langue de bois. La langue de bois n'est rien d'autre qu'une armure, c'est une protection. On reproche aux politiques de faire de la langue de bois, mais pourquoi? Mais parce que vous savez bien le poids des mots. De nos jours, on ne détruit plus quelqu'un physiquement, on le détruit par l'image. Vous détruisez son image. Vous faites comme Ceausescu faisait avec ses opposants en Roumanie. J'ai un ami roumain qui m'explique et qui me dit « Tiens, c'est marrant, j'avais quitté la Roumanie, je croyais arriver dans l'Europe libre, et puis je m'aperçois qu'en Europe, on commence à utiliser les mêmes moyens qu'utilisait Ceausescu, sans même s'en rendre compte. » C'est une sorte de totalitarisme plutôt soft, où vous avez une sorte de pilori qui est numérique. C'est un pilori qui est d'autant plus dévastateur, et vous allez mais fracasser quelqu'un sans que la moindre culpabilité soit avérée. Et le jour où il va être disculpé,
ça intéresse plus personne, il y a un petit entrefilet, le mal est fait, son image est détruite. C'est le système habituel qu'on utilise, évidemment avec souvent cette accusation liée au nazisme, au fascisme, etc. Et ce qui est paradoxal et que je constate dans l'Union européenne actuelle, je suis allé en Allemagne dernièrement, c'est que ces gars qui s'appellent Antifa utilisent les méthodes des SA allemands de 1932. Donc ils font exactement la même chose. Dès que l'AfD veut se réunir, ils viennent, ils leur percent les pneus, brisent les pare-brises, ils détruisent les vitrines des lieux où ils se réunissent, ce qui fait que plus aucun tenancier de salle ou de restaurant ne veut leur mettre à disposition les locaux pour une réunion. Donc la dernière fois que j'y suis allé, nous sommes allés très à l'extérieur de Essen, dans une sorte de restaurant Landgasthaus près d'une rivière, près de la Ruhr, mais quasiment dans la jungle, quoi. Puis j'aurais dit, mais vous n'aurez pas pu faire ça plus au centre. Non, mais t'es fou, parce que si les Antifa, ils ont vent de notre réunion, ils viennent tout casser. Je dis d'accord, mais ici, ils savent aussi qu'on se réunit. Oui, non, on a invité que nos membres, on n'ose pas faire une invitation publique. Ah, donc dans l'Allemagne moderne du XXIe siècle, on n'ose pas démocratiquement inviter un élu d'une nation d'à côté pour venir faire une conférence, qui était une conférence assez large sur la démocratie en Europe, avec tout ce que ça implique. Mais bon, bref, c'est une conférence politique, après on peut être d'accord ou pas, mais enfin, bon, ils n'ont pas invité un quelconque Breivik quand même. Donc c'est le développement du fascisme rouge. Mais oui, parce que alors, ce qui s'est passé, c'est que je leur dis, bon d'accord, ils vous cassent tout, puis ils ont dit, on trouve plus de salle à l'intérieur. Mais ici, alors, pourquoi cette personne-là, elle vous a accueilli dans son établissement? Ils disent, bah, c'est normal, c'est un Croate. Je dis, comment ça, c'est un Croate, ça veut dire quoi? Bah, c'est la mafia croate est crainte par les Antifa. Donc eux, ils ont un système qui fait peur, donc ça nous protège. Ils savent se faire respecter. Les Allemands, chez eux, pour pouvoir se réunir démocratiquement pour entendre une conférence ils doivent être protégés par la mafia croate contre les Antifa qui prétendent combattre le fascisme par des méthodes fascistes. Ça, c'est l'Europe libre d'aujourd'hui. Alors, c'est ce qui fait que j'ai osé, sur la place rouge, il y a quelques mois, dire que je me sentais beaucoup plus libre dans l'univers de Poutine que ce que je me sentais dans l'Europe occidentale actuellement. Et je peux le prouver. C'est un fait. Je risque beaucoup moins là-bas que ici, dans une quelconque ville où il me faut des systèmes de sécurité pas possibles pour pouvoir parler. Je me souviens quand je suis allé à Paris, là, cette fameuse manifestation, là, il y avait 1000 personnes dans la salle, c'était les assises contre l'islamisation. Mais ils sont venus me chercher à la gare, ils étaient 5 ou 6 avec des pare-balles, des gilets pare-balles, ils m'ont foutu un gilet pare-balles. Mais c'était absolument ahurissant, quoi. Bah, j'étais à Moscou, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai pas eu ce problème, donc je comprends pas.